three. And for Barcelona, it all comes down to this. Justin Anderson goes reverse time. Can Peñarroya keep their Final Four dreams alive? Or will Spanoulis lead the team to his first Final Four as a coach? Jaite, oh, man Jaite! Who will come out on top? Salut à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Squeak pour peut-être le dernier match de la saison de Barcelone. T'as eu peur, Cyril? Non. Non, t'as pas eu peur d'anticiper. J'ai pas réfléchi. Barcelone-Monaco, match 3 ce soir des quarts de finale de l'Euroleague. Monaco qui peut donc éventuellement sweeper le Barça-Monaco qui mène 2-0 et qui peut terminer la série ce soir et se ménager un petit peu et déjà se qualifier pour le Final Four d'Abu Dhabi. C'est ce qu'on va voir ce soir avec donc Cyril Méjeanne. Salut Cyril. Salut Fred, salut à tous. On a aussi nos commentateurs qui sont là, Nils Onimus, Ali Traoré. Bonsoir Nils. Salut Fred, salut Cyril, salut Alice, salut à tous. Salut Nils. Et bonsoir Ali Traoré. Très très près du micro Ali ce soir. Hein. Très près du texte. Oui, près du micro, je suis déchaîné là, je suis chaud, j'ai énergie. Hier j'avais la migraine, là je suis bien là, let's go. Tu avais la migraine et tu avais le seum également, on en reparle dans une seconde, de Paris pour lancer cette soirée. D'ailleurs, le bracket de ces playoffs Euroleague avec donc les Parisiens éliminés 3-0 par le Fenerbahçe. Fenerbahçe, première équipe qui est dans ce Final Four d'Abu Dhabi. L'Olympiakos n'a plus qu'une victoire d'avance sur le Real Madrid. Monaco qui peut être la deuxième équipe qualifiée ce soir. Et Anadolu Pana également à suivre à 19h45 le coup d'envoi pour avoir une tendance dans cette série qui est peut-être la série la plus serrée pour le moment. Parlons de Paris quelques instants avant de basculer sur le match qui nous intéresse. Monaco qui va démarrer à 19h évidemment. Le coup d'envoi de ce match à Barcelone au Palau Blaugrana. Paris éliminé hier soir par le Fenerbahçe en prolongation. On va revoir des images si vous n'étiez pas avec nous de ce match 3 à l'Adidas Arena. Les Parisiens, Cyril, qui auront quand même des regrets sur cette série parce que le match 1 et le match 3, ils ne sont pas passés si loin. Oui, c'est vrai. Après, sur le match 3, en tout cas sur le match d'hier, pour revenir sur l'actualité chaude, on était tous très, très énervés dans l'après-match hier par certains choix du coach Splitter ou par certaines prestations justement des joueurs lieutenants. Tu le disais toi Fred hier en avant-match et Ali qu'on avait besoin des lieutenants et finalement on les a pas eu, à commencer par Yon Tounen qui est totalement passé à côté de la série entière juste avant de signer son contrat avec le Fenerbahçe. Exactement, j'en double Ali. Mais dans la prolongation il n'y a pas eu match donc finalement c'était trop loin en fait, c'était trop fort le Fener pour Paris sur une série entière. Sur un match ça peut passer et finalement c'est même pas passé de la saison parce qu'ils ont perdu à chaque fois contre le Fener, mais là c'était vraiment trop fort. Ouais, 5 défaites contre le Fener en 5 matchs cette saison. Ali, en étant redescendu un petit peu de hier soir, c'est pas sûr tu penses voilà, toi aussi quand même un peu de frustration qui reste, un petit goût amer de cette série parisienne. Oui, beaucoup de... Frustration, oui et non, parce que je voyais le Fener passer, hein, mais je pensais quand même que Paris aurait poussé cette série au moins sur un match 4. Vraie domination de Fener, hein, vraiment salaud, pardon. Oh là là. Chapeau. Ça sent la bonne soirée, hein, ça sent vraiment la bonne soirée avec Ali déjà. Heureusement qu'il y avait qu'une migraine hier soir. Hein. Ouais, heureusement. Non, je voulais dire chapeau aussi à cet homme, hein, c'est Serna Tedikevicius, qui a parfaitement préparé cette série, qui a su appuyer sur les points faibles de Paris, les exploiter à fond, que ce soit en attaque comme en défense. Donc ouais, la meilleure équipe est passée, mais voilà, je pensais qu'il y avait moyen de faire un petit peu mieux que ça quand même pour Paris. J'ai une question Fred ou Nils, hein, vous avez peut-être la stat. Est-ce que le Fener est la seule équipe à avoir battu Paris cette année, enfin jamais perdu 5 fois. Alors 5 fois c'est sûr. 5 fois c'est sûr. L'étoile rouge aussi. L'étoile rouge avait gagné 2-0 la série en c'était saison. Un des premiers matchs c'était le premier match qu'ils avaient perdu à l'Adidas Arena avec beaucoup de supporters. En milieu de saison, ils avaient perdu largement, je crois. Finalement, il n'y a que 2 équipes qui ont réussi à ne pas perdre contre Paris, et c'est assez exceptionnel. Et comme le dit Ali, le coach Sarra, ça a été incroyable en termes de choix tactiques, de mismatch, de match-up. Enfin, c'était beau taf. Nils, avant de passer à Monaco, qui t'intéresse grandement ce soir,
toi qui as un peu de recul. Il n'a pas vu le match. Aux deux Olibrius. Oui, mais justement, c'est pour ça. Je lui demande de prendre du recul sur la saison globale de Paris. On en garde quel souvenir de cette saison? C'est très bon, forcément. Personne ne les attendait en play-off. On les avait tous pronostiqués dans les 3 dernières places de l'Euroleague à la fin de la saison régulière. Ils ont rivalisé avec les plus grands, malgré des moyens inférieurs. Ils nous ont régalé. On a eu de belles émotions avec eux. En play-off, pour moi, je l'ai dit avant la série, je le redis, je pense qu'ils sont tombés sur le pire match-up pour eux. Ça reste une saison réussie. On peut pas dire autre chose que ça. Une saison à confirmer. Peut-être l'an prochain, on verra avec quel effectif. Quel effectif, La vraie question là, c'est quel effectif. On aura le temps de s'y pencher tout l'été sur le Squeak Talk dans nos contenus. Le Squeak Summer Talk. Ça, t'es déjà prêt en même temps. Je suis prêt. J'ai même la casquette ici. T'as la chemise, la casquette, les lunettes de soleil. Donc j'ai les lunettes ici. Comme Barcelone. Peut-être que je serai en vacances ce soir. Ça peut être une bonne idée, non? Non, je te confirme que non. On va quand même, d'accord. Tu as encore besoin de moi un petit peu, très bien. Je vais rester là. Parlons de ce Barcelone-Monaco qui nous attend dans maintenant 25 minutes sur Squeak pour le coup d'envoi. Match 3, 2-0 pour les Monégasques. On a beaucoup parlé de Monaco déjà, messieurs, de cette qualité de jeu qu'ont proposé les Monégasques sur les 2 premiers matchs. Parlons de Barcelone. Qu'est-ce que Barcelone peut faire, doit faire? Comment Barcelone peut gêner l'ordonnancement des Monégasques qu'on a vu sur les 2 premiers matchs? Est-ce que, je commençais par Ali, est-ce qu'ils peuvent le faire tout simplement, les Barcelonais? Est-ce que tu vois des axes de progression et d'amélioration pour le Barça? À l'image de Paris, c'est chaud, parce qu'ils sont vraiment, et c'est pire même que Paris, ils sont vraiment dominés par Monaco. Des axes de progression, oui, notamment sur leur jeu collectif. Barcelone, c'était la première ou la deuxième meilleure équipe aux passes décisives. Ils en font que 11 sur le premier match et 17 sur le match 2. Donc, mais le problème, c'est que en fait, Monaco appuie à fond sur leur faiblesse, qui est le manque de playmaking. Le playmaker principal pour moi, c'est Kevin Punter. Brizuela, c'est pas son job. Satoransky, ça va, mais c'est plus le Satoransky d'avant. Et voilà, la pression défensive et les qualités des arrières monégasques, pour moi, c'est un peu insoluble comme problème. Donc pour moi, le plus gros ennemi de Monaco ce soir, ce sera Monaco. Tu as parlé de la ligne arrière. À l'intérieur, il n'y a aucun moyen aussi de retrouver Yann Vezeli, quand même, qui a fait une saison correcte, même si évidemment Yann Vezeli commence à faire son âge. On n'a pas vu du tout William Hernan Gomez. On a Youssouf Afal qui a fait un match incroyable. À l'intérieur, ils n'ont pas du tout de quoi surmonter un petit peu les difficultés face à Monaco. Après, vous savez, les qualités, le scoring des intérieurs, ça vient aussi beaucoup de la création des arrières. Et le problème avec Barcelone, c'est qu'ils n'ont personne pour arrêter les arrières. C'est soit, en fait, sur les 2 premiers matchs, c'était soit ça score, soit ça fait une passe d'ess pour le grand. Voilà, je caricature un petit peu. Ils sont incapables de les arrêter en 1 contre 1. Donc le problème pour moi, il vient vraiment des arrières. Et à partir de là, franchement, je ne vois pas de solution. Toi, tu sens le sweep, quoi. Toi, clairement, c'est 3-0. Je sens le sweep, à part si Monaco retombe dans ses travers. Mais il n'y a pas de raison. Là, tu peux finir le truc là en 3-0, tu finis en 3-0. Donc j'espère qu'ils vont rester concentrés et qu'ils vont nous refaire une masterclass en marquant plus de 90 points comme les premiers matchs et en faisant plus de 28 passes décisives. Bon, ok, on a compris Ali le Monégasque. Nils, donne-nous une lueur d'espoir pour les supporters barcelonais qui nous regarderaient ce soir et qui ont envie, eux, de revenir en vie dans cette série. Je sais pas si j'ai envie de donner une lueur d'espoir aux supporters barcelonais, mais je t'y oblige. Je te force. Oui, c'est la question. mais si tu veux, je trouvais il y a quand même beaucoup de joueurs qui sous-performent dans cette série. Yann Vesely, alors il revient de blessure, il est vieillissant, mais il est capable de faire beaucoup mieux. Kevin Punter, je trouve pas non plus resplendissant sur cette série. Jabari Parker, c'était que au match 2 où il a été bon. Je pense que Dario Brizuela est capable de mieux. Mais comme le disait Ali, tout ça, c'est offensivement. En fait, c'est défensivement où ils n'arrivent pas à les stopper. Et pour moi, il va falloir trouver des ajustements. Ils ont peut-être pas les qualités individuelles pour les stopper, mais collectivement, il y a quand même pas mal de fois où les Barcelonais ils se sont retrouvés battus sur des mismatchs, où tu as des petits qui se retrouvaient sur des grands. Il y a peut-être des choses à faire tactiquement pour éviter de prendre la sauce comme ils l'ont fait. Nils parlait dans le Squeak Talk des affrontements entre Fenerbahçe et Paris en disant Paris, malgré les matchs parfaits, notamment à Fenerbahçe, n'était pas arrivé à battre cette équipe de Fenerbahçe. Est-ce que c'est pareil pour Barcelone? Est-ce qu'ils ont besoin de faire un match absolument parfait pour être au niveau de Monaco et espérer gagner ce soir?
Pour être honnête, j'ai l'impression que même un match parfait n'est pas suffisant. Avec toutes les absences sur le banc barcelonais, avec, comme le disent Ali et Nils, toutes les difficultés à jouer contre cette équipe de Monaco. Franchement, même tu peux faire le match parfait, si Monaco fait un match à 90% de l'autre côté, pour moi tu perds. Donc je rejoins Ali en fait, c'est-à-dire que le seul adversaire de Monaco ce soir c'est Monaco. Parce que là, sur le match 1 et le match 2, il y a zéro... Il n'y a même pas l'ombre d'un espoir pour Barcelone. Après, on disait la même chose pour le Real Madrid par rapport à Olympiakos, et au final, le Real a pris le match hier. Donc on peut se méfier. Ils étaient quand même plus près du Real Madrid je suis d'accord, sur les 2 premiers matchs, même si au score ils étaient derrière. Dans le jeu, ça rivalisait un petit peu plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. La vraie question, où on s'est tous rejoints, c'est est-ce que Barcelone en fait peut stopper l'attaque monégasque si les Monégasques jouent comme ça? Je suis pas sûr qu'ils aient les garçons pour ça. On en parle des Monégasques dans quelques secondes, Nils. Peut-être qu'on va parler de Daniel Theis. D'ailleurs, on verra dans un instant votre avis. Daniel Theis, qu'on est allé interroger dans la salle monégasque. Agaston Médecin, Jérémy Bakir, Nils Nimus, toutes les équipes de Squeak qui sont allées à la rencontre de Daniel Theis. Un extrait, c'est à retrouver sur notre chaîne YouTube en intégralité. All right, take me back through time with you. First season, young Daniel Theis arriving in the NBA. What was the most shocking thing? The first thing here in the NBA, you say, "Whoa, for real?" I mean, I was on the team. I was in the locker room with guys like Gordon Hayward, Kyrie Irving, and we had Marcus Morris, Al Horford. And we had so many guys you knew from PlayStation playing 2K, and all of a sudden you sit in the same. And now you're playing with them. You sit in the same locker room with all of them and share the court, and they talk to you about basketball and try to compete and just play out there. I think that was like the starstruck moment, just sitting there with all those guys in the same locker room. Did Kyrie ever cook you in one-on-one in practice? No, he knows he can't score on me. He can score on you? Nah. But it's fun. It's also like just to see like how much work those guys put in. Like it's like off the cameras what people don't see, like how much work everybody puts in. It's not like they're just that good, they're talented, but the hours they put in before practice, after practice, from basketball, lifting, taking care of their body is impressive. Who's the hardest one to guard in the NBA? Hardest player to guard? I mean, if I go by positions, probably obviously Jokic, very hard to guard, and then Anthony Davis because he's like a face-up, he shoots jump shots. But you can go down the line, like put so many names out there from KD, Jason Tatum, Kyrie. There's so many, bro. Who was the craziest guy you ever met in the NBA? Really, the biggest trash talker with the craziest behavior, basically. Oh, you have a lot of guys who try to get under the skin. Some of the guys like Patrick Beverly was always good at it. Did he ever say something to you? No, not to me. Like I'm a quiet guy, so. But those guys, they defend the best players and they try to get under their skin. Like it's nothing ever personal. Like they just try to get them out of their game, out of their rhythm, and it's not easy sometimes. So some guys just react to it, some guys don't. Daniel Theis a retrouvé en interview intégrale sur notre chaîne YouTube. Daniel Theis est-il votre MVP de ce début de série? Je sais que vous allez dire non, mais c'est juste pour le principe et pour relier. Qui est votre MVP de ce début de série? Jean-Michel Transition. Le meilleur monégasque. Il faut un petit peu. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire autre chose. Jean-Michel Tron. Voilà, c'est pour ça qu'Ali n'est pas chargé des transitions. Hein, je te dis tout de suite, Nils. Ton MVP incroyable, de ce début de série, alors je pense qu'on souffrirait tous les jours. Ton MVP de ce début de série, Nils, pour les monégasques. C'est dur, hein. Vassilis Panoulis. En vrai. Ah, peut-être, hein, pourquoi pas. Je sais que tu vas nous parler tout à l'heure de Johan Peñarroya, donc peut-être garde tes arguments pour ça. Je vois Cyril qui réfléchit. Alors là, je vais aller voir le roi de la transition, Ali Traoré, pour me dire qui est son MVP de la série pour l'instant. Mam Jaïté. Mam Jaïté. Je donne un peu de force à mon gars sur Mam. Je dis, ben oui, il fait une série de fou jusqu'à maintenant. 15 points, 4 rebonds, 17 dévals. Moi, je prends Mam Jaïté. Ben ouais. Ah, t'as le droit, m'engueule pas. Pourquoi tu m'engueules, Ali? Et bam, voilà, tiens, dans ta bouche. C'est Mam, ça. Mam Jaïté pour Ali. Cyril, toi, c'est qui? Non, mais le choix d'Ali est très intéressant, le choix de Nils également. C'est pas facile en fait, parce que c'est vraiment un collectif. Là, je fais vraiment une réponse totalement nulle parce qu'on s'attend à un vrai nom. Non, mais c'est un vrai collectif et
Bah, tu sais quoi, je vais aller dans le sens d'Ali, mais je vais mettre le secteur intérieur. Ok. Mais Spanoulis, je rejoins aussi, en fait. Moi, pour moi, tu dis, c'est pour ça que j'ai pris Spanoulis, je suis d'accord avec toi, c'est le collectif en fait, la force de Monaco. C'est le collectif. C'est le collectif, le MVP. Et du coup, je me dis, bah, le collectif, c'est le coach qui représente un peu ça. Donc, mais c'est dur d'en sortir. Hein. T'as Mike James et Okobo aussi. Non, mais c'est pour ça. D'habitude, t'as toujours un joueur qui est vraiment au-dessus et t'as un Mike James ou un Okobo qui va mettre 25 points, 30 points, tu vas mettre à 25 déval et tu te poses même pas la question. Mais là, on a un secteur intérieur, cette série, qui est vraiment important, et comme le disait Ali, c'est aussi parce que les extérieurs sont mal défendus par les joueurs de Barcelone, mais ça permet à Theis et à Mam de marquer beaucoup de points, de prendre des rebonds, de faire des belles évals. Et c'est tout le collectif en fait, c'est toute l'adaptation qui est faite. Et même en défense, hein, le travail défensif de Monaco sur ces 2 premiers matchs, à part peut-être 2-3 minutes par-ci par-là, il est vraiment fort. Donc c'est Spanoulis On nous dit qui déjà fait le job. hein, sur le live, sur le chat YouTube, vous pouvez poser vos questions, évidemment, on est en direct jusqu'au coup d'envoi. Donnez-nous votre MVP match 1, match 2 pour l'instant. Hein. On est en direct sur YouTube jusqu'au coup d'envoi de ce match. Rendez-vous sur Squeak après pour voir le match, évidemment. Et on se retrouve après, encore en direct et en gratuit sur YouTube pour l'après-match, en espérant que Monaco ait réglé l'affaire dès ce soir en Catalogne pour rejoindre Fenerbahçe au Final Four. Les premières images qui vont arriver depuis Gaston Médecin, on va écouter évidemment dans quelques secondes le Gaston Médecin, le Palau Blaugrana évidemment ce soir. Gaston Médecin de Barcelone. Ouais, on y est, Palau Blaugrana, c'est bon, on est bien connecté. Les premières images, l'arrivée des Monégasques d'ailleurs. Un match de Ligue des Champions aussi ce soir en même temps. Hein. Voilà. Juste après. On va voir si c'est plein ou pas. Dans quelques secondes, on va surtout écouter Vassilis Spanoulis pour son propos introductif avant cette rencontre. Il fait beau à Barcelone, il fait beau à Paris, il fait beau à Monaco, il fait beau partout. Ça sent l'été, vous l'avez compris, et ça sent le Final Four qu'on vous fera vivre évidemment du 23 au 25 mai sur Squeak. Mike James, concentré, voici Vassilis Spanoulis. Barcelona on their home, they're a different team. They run a lot. They have a lot of energy. So we have to be very correct in our offense and to have good transition defense. Qu'on soit bon en attaque et bon en défense. C'était. Tu l'as des yeux aussi. Quel intérêt. C'est introductif. Il a parlé de la défense de transition, de bien replier quand même. Ah mais il va être inquiet forcément. Ça pour Ali et pour la transition. Il veut pas les laisser courir à Barcelone. Il y a Yohan Peñarroya qu'on va écouter et après on va en parler du coach barcelonais avec Nils. The most important, I think, is improving the control the rhythm game. The rhythm game in both sides on the court, in defense, in offense. Control our turnovers. They score a lot of situations after our turnovers. Parce qu'ils ont marqué beaucoup de points là-dessus sur les 2 premiers matchs. Play good defense to play more times in transition. Et bien défendre pour être plus agressif ensuite. Voilà le Palau Blaugrana pour ce Barça-Monaco, match 3 des quarts de finale. On le rappelle, on va le rappeler toute la soirée. Une victoire de Monaco envoie les Monégasques au Final Four pour la 2e fois en 3 ans. L'enjeu, il est quand même énorme, mais il y a 3 chances maintenant pour aller au Final Four pour les Monégasques, pour Elie Okobo et tous ses partenaires. Yohan Peñarroya, on vient de l'entendre, Nils. Tu voulais en parler, c'est ton focus du soir. Pourquoi, alors tu as parlé de Vassilis Spanoulis tout à l'heure, pourquoi insister ce soir sur Yohan Peñarroya? J'ai commencé à en parler tout à l'heure quand on discutait des possibilités pour Barcelone, mais c'est peut-être à lui de trouver les clés, les ajustements défensifs, de trouver des solutions collectives pour stopper, pour enrayer l'attaque monégasque qui a été tout simplement qu'elle a voulu cette attaque monégasque sur les 2 premiers matchs. 94 points en moyenne sur les 2 premières rencontres. On le voit, on l'a dit, c'est collectivement que les Barcelonais ils vont réussir à peut-être stopper Monaco, et ça c'est l'affaire de Yohan Peñarroya. Et peut-être qu'à un moment dans le match, s'il voit que ça se passe mal, il va devoir faire des paris. Il ne peut pas continuer comme ça à se laisser marcher dessus. Pourquoi pas tenter une zone? Tu mets Yousfal à l'intérieur. Pourquoi pas blinder la raquette et te dire ok bon ben on va voir si Monaco met ses 3 points. Je prends le pari et qu'ils vont être maladroits et tenter quelque chose. Mais tu peux pas refaire un match comme ça où Monaco va te marcher dessus sans avoir aucune réaction, aucun pari tactique. Il n'a pas le même problème que Thiago Splitter, Yohan Peñarroya. À quel niveau? Une équipe qui est un peu juste par rapport à l'adversaire et prendre des options tactiques, ça peut être compliqué quand même. Oui, il doit prendre des options tactiques et je rejoins Nice à 1000% et
Et c'est ce qui m'embête. On en a parlé de temps en temps dans ce Quick Talk. C'est ce qui m'embête un peu dans le coaching en Euroleague, et on parle même pas de la NBA. C'est que finalement personne ne tente des choses de dingue en fait pour justement compter dans la difficulté. L'autre fois quand j'étais à Athènes, quand on a fait le documentaire sur Mathias Le Sort, l'Étoile Rouge a tenté de la zone contre le Pana avec plus ou moins de réussite, parce qu'après ça dépend aussi de la réussite et de l'adresse de ton adversaire. Mais il faut vraiment tenter des choses en fait, et je te rejoins Nils, tenter une zone, essayer pourquoi pas une zone match-up avec des rotations défensives, pourquoi pas faire une boîte sur le porteur de balle type Mike James ou Okobo ou Strazel pour les emmerder, et faire en sorte que le jeu soit compliqué à mettre en place. Ça tombe bien que tu parles de Mike James et d'Ili Okobo, parce que Nils voulait aussi dans un deuxième temps nous en parler. Tu nous en as pas parlé sur les MVP. Transition. Tu vois, nous on sait faire, Ali sait pas faire, c'est pour ça que c'est lui le consultant. Non. Nils, donc tu voulais nous parler de Mike James et d'Ili Okobo, qui ont été très très patients, très très passeurs sur le match 2, parfait leader du collectif, j'ai envie de dire. Oui, parce que pour moi c'est la clé. Mike James et Ili Okobo sur les 2 premiers matchs, ils ont joué parfaitement, ils ont joué très très juste, pas forcé, pas de 1 contre 1 où tout le monde les regarde. Ils étaient vraiment inclus dans le collectif, et c'est là où c'est le plus dangereux. Imaginez juste, vous êtes en défense, le système il est lancé, d'un coup il y a un décalage qui est créé, vous êtes en retard, vous êtes en train de courir, et d'un coup c'est Mike James ou Ili Okobo qui attrape le ballon. Vous êtes en retard pour arriver pour défendre sur ces garçons-là, c'est impossible. Soit ça fait 2 points, soit ça fait passe décisive, comme on le disait tout à l'heure. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même pas le plus important là-dedans, c'est que ces 2 garçons-là, défensivement, sur les 2 premiers matchs, ils ont été irréprochables. Et quand eux font les efforts, qui sont généralement un petit peu les derniers à faire les efforts dans le groupe monégasque, bah, il peut rien t'arriver, j'ai envie de dire. C'est que tout le monde est concentré, que tout le monde a envie, et forcément, il y a de belles choses qui se passent derrière. Ali, est-ce que tes clés du match rejoignent ce que Nils vient de nous dire? Oui, clairement, la création des arrières. Alors, Mike James, Ili Okobo et Mathieu Strazel, sur le match 2, c'est 19 passes décisives sur les 28. Donc clairement, tout vient d'eux. Donc l'une des clés sera continuer à créer pour les autres, nourrir les grands, nourrir les shooters sur les côtés, il faudra mettre les shoots aussi. Et après, défensivement, continuer à totalement disturber. Et oui, j'ai fait de l'anglicisme, le flow offensif des équipes de Barcelone qui a même pas fait un match à 20 passes décisives sur les 2 premiers matchs. Donc continuer à être sur la ligne de passe et provoquer des balles perdues. Donc voilà, ce sera les clés, et let's go quoi. Et est-ce que ton pronostic est disturbing aussi, Ali? Bah, j'ai essayé de tenter une Nils Onimus hier, donc je vais rester dans mon job. Okay. Donnez des vrais pronos, les gars. Donnez vos pronos. Pronos, Ali, fais ton prono. Moi, je vois une victoire Monaco plus 12. Monaco plus 12 pour Ali. Nils? Moi, je reste sur mes habitudes, je suis très superstitieux. Barcelone, mais pas de beaucoup. Barcelone plus 2 sur un buzzer de Kevin Punter. Très bien. Nous, on dit Monaco en plateau, je pense. Oui. Monaco, plus 8 pour moi. Allez, plus 10. Plus 10. Plus 10. On se retrouve évidemment après le match sur YouTube en gratuit pour analyser ce qu'on espère être une qualification monégasque ce soir. Messieurs, on vous laisse partir pour le Palau Blaugrana pour commenter ce match 3 dans quelques secondes. On vous laisse aussi soit terminer l'avant-match sur YouTube, soit nous rejoindre sur Squeak pour profiter de ce match 3. Si Monaco s'impose, Monaco est au Final Four à Abu Dhabi. Si Barcelone s'impose, il y aura un match 4 vendredi, toujours sur Squeak. On rejoint Nils et Ali dans quelques secondes. Bon match à tous, on se retrouve à la mi-temps et après le match pour le débrief, évidemment. À tout de suite. Les Monégasques présentés au Palau Blaugrana à 40 minutes d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Les Monégasques seraient immenses pour le basket hexagonal que de rejoindre ce Final Four. Ali, on a tendance à banaliser ce que fait Monaco en Euroleague. Il faut pas. Non, pas moi, du tout. Je banalise pas. Je me rends compte de ce que fait Monaco parce que j'ai connu
les années sombres des clubs français en Euroleague. J'ai été sur le terrain et crois-moi, c'est toujours aussi kiffant. Croyez-moi, pardon, monsieur Yunus, de voir Monaco de façon aussi consistante dans le top 4, candidat au Final Four tous les ans, capacité à aller au Final Four 2 fois en 3 ans. Ben non, je banalise pas et je savoure. Voilà. Savourons, continuons à savourer et on espère qu'on savourera d'autant plus d'ici 2 grosses heures à l'issue de cette rencontre avec un succès à la clé. Mais attention à Barcelone, n'enterrons pas cette équipe. Elle a été en grande difficulté sur les 2 premiers matchs. Elle a montré un bien pâle visage, mais il y a beaucoup de talent et à domicile, Vassilis Spanoulis le disait, c'est une toute autre équipe. Tout à fait. Et il y a du talent dans cette équipe, donc il ne faut pas que Monaco se relâche, qu'il continue à mettre la pression. Allez, 40 minutes du Final Four. Faut pas faire les fous, les gamins. Faut faire exactement les mêmes matchs que le match 1 et 2. Changez rien. Faut être des requins. Voilà. Sentir le sang. Barcelone, pour info, qui n'a gagné, n'a perdu que 6 petits matchs à domicile en Euroleague cette saison. Ce qui montre que Gaston Médecin est une forteresse. Pas imprenable, mais très peu prenable. Vous voulez dire le Palau Blaugrana?